Alors, quand nous avons commencé en 2002, personne n'utilisait la techno dans la beauté. Nous étions les premiers à ramener cette techno dans la beauté, tout d'abord avec des outils de diagnostic qui ont été déployés massivement et des outils qui sont utilisables par les conseillères beauté. Donc, la première chose, on a déployé ces appareils de mesure qui ont permis à des gens de faire des diagnostics. Et autour de tout ça, on avait un seul but, c'est vraiment faire la mesure. Ensuite est venue la phase où on a ramené la personnalisation. Vous savez, au début, la personnalisation, c'était un marché de niche. Aujourd'hui, c'est la tendance la plus grosse de la cosmétique. Mais pour un peu mettre les choses en place, quand j'ai lancé la personnalisation était vraiment l'élément qui est utilisé dans la recherche pour augmenter l'efficacité de certains traitements qui étaient pour des maladies un peu difficiles. Donc, mon idée était d'utiliser la personnalisation dans la cosmétique pour augmenter l'efficacité. Parce que un traitement générique, c'est mieux que rien, mais un traitement personnalisé est quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Et nous, quand on dit personnalisation en français, on dit la cosmétique sur mesure. Or, nous, on maîtrisait la mesure par ces appareils de diagnostic. Donc, de fait, on pouvait mesurer et personnaliser le traitement. Alors, ce qui est hyper important, c'est que une fois qu'on a déployé tous ces appareils de mesure, tous ces appareils de personnalisation qui étaient connectés au cloud, la notion derrière très importante, c'était la beauté connectée. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est qu'un client qui arrivait dans un Marionneau sur les Champs-Élysées, qui fasse son diagnostic, etc., s'il partait à Nice et il rentrait dans un autre Marionneau, il a les données de ces mesures et qu'il puisse montrer et voir l'avant et après de nos traitements. Parce que on fait de la personnalisation dans le but de l'efficacité. Et on veut que les clients soient capables de voir l'impact de nos traitements sur eux-mêmes. C'était vraiment la première fois où on arrivait avec une expérience de beauté connectée dans laquelle on avait une pléthore de données. On a construit ce qu'on appelait l'Atlas de la peau, ce qu'on appelle l'Atlas de la peau. Et l'Atlas de la peau, aujourd'hui, c'est plus d'1 million de diagnostics qui non seulement nous permettent de bien connaître nos clients et les appareils sont capables même d'envoyer des messages aux gens après leur visite des magasins, etc. Mais aussi, ça nous permet de développer une cosmétique évolutive, une cosmétique intelligente qui nous permet d'adresser les vrais besoins des gens. Le commerce en ligne, aujourd'hui, représente 13% de l'ensemble du marché du commerce de détail. Et il croît à 15% par an. À comparer à 3% pour le commerce traditionnel. L'e-commerce, en 2018, pesait 500 millions de dollars aux États-Unis. Rien qu'aux US, Amazon a plus de 90 millions d'abonnés Prime, ce qui représente 50% des foyers du pays. Par ailleurs, si on reprend les États-Unis, encore une fois, qui donnent les chiffres les plus intéressants à mon avis, 85% des ventes en détail, ce qui représente 5 trillions de dollars, sont toujours réalisées en magasin physique. Donc, quand on dit que le magasin est mort, c'est pas vrai. Et ce chiffre ne cesse de progresser. Dans les 4 prochaines années, le secteur de vente en détail doit croître de 5 trillions pour atteindre 28 trillions. Et la majorité de cette croissance est attribuable aux achats en magasin physique. Quand on dit e-commerce ou pas, ce n'est pas la question. La vraie différence réside entre l'entreprise qui accorde la vraie place aux consommateurs et celle qui est capable de créer des relations durables.
La réalité, c'est que on n'assiste pas aujourd'hui à une apocalypse de la vente en magasin. Certes, quand on est confiné, on n'a pas le choix, mais la vision qui est fondée sur une dichotomie entre la vente en ligne et la vente physique est une vision qui est obsolète. La vraie opposition aujourd'hui se situe entre un univers de vente multicanal, flexible, façonné par les données, et de l'autre côté, un modèle qui est rance et daté. Donc, mais nous, on avait une notion de dire, aujourd'hui, Yoma délivre une super expérience dans le magasin, comment on peut porter cette même expérience client online? Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème auquel on était face à ça, c'était l'impact du stress environnemental du lifestyle sur nos paramètres physiologiques. Et donc, ça ne suffisait plus de faire le diagnostic de mes paramètres physiologiques. Il faut aller plus loin et faire le diagnostic de la manière dont je vis. Les stratégies doivent être maintenant consumer-centric et pas product-centric. Et enfin, les gens changent. Les jeunes urbains, aujourd'hui, ils sont dans des logiques d'utilisation plutôt que de propriété. Aujourd'hui, les générations actuelles pensent plus expérience, pensent plus avoir accès plutôt que d'avoir une propriété. Et c'est comme ça, sur ces 5 rationnels, que Yeva est né. On voulait avoir d'abord une application qui nous permet de faire le lien avec le client, premièrement. Deuxièmement, qui nous permet de réaliser un diagnostic. Donc aujourd'hui, l'application Yeva, que je vous invite tous à télécharger puisqu'elle est gratuite, est une application qui vous permet de faire un diagnostic cutané et capillaire basé sur l'intelligence artificielle, plus un kit dermatologique propriétaire qui va venir corriger toutes les défaillances d'un diagnostic fait par un téléphone qui est un consumer device et pas un device qui est calibré comme l'est par exemple une machine Yoma, etc. Donc on vient corriger tout ça par le kit de diagnostic, et à partir du moment où avec l'appli je fais ce diagnostic et je connais mes paramètres physiologiques, la deuxième chose c'est l'abonnement. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui croit énormément dans les abonnements, basé d'ailleurs sur cette notion d'accès à la place de propriété, basé sur une stratégie focalisée sur le consommateur. L'abonnement, il faut savoir que c'est un des modèles les plus anciens. Mais l'abonnement, en anglais, on dit subscription. Hein. Ça vient du mot sub et script, hein, quelque chose, une note, un addendum, etc. En gros, c'est une relation entre vous et l'entreprise, plutôt que ce soit une relation entre vous et un produit. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement nouveau, mais c'est quelque chose que nous, on ramène pour la première fois dans la beauté, et pas n'importe quel abonnement, c'est un abonnement personnalisé. Parce que une fois que vous avez fait votre diagnostic avec l'appli, etc., vous allez recevoir chez vous les produits cutanés, capillaires et make-up qui vous permettent, qui sont adaptés à vous selon votre diagnostic. Ça, c'est le premier mois. Mais vous allez aussi recevoir gratuitement le bijou Yeva, qui est un bijou, si vous voulez l'acheter tout seul, il coûte 250 €. Vous allez le recevoir dans le cadre de l'abonnement. Ce bijou, il permet de mesurer tout le stress environnemental autour de vous. Ça veut dire qu'il vous permet de mesurer l'humidité, la température, la pollution, le bruit sonore, les UV, la luminosité, votre inertie, ça veut dire si vous faites des exercices ou pas, etc. Et tout ça, les transmettre pour que dans le deuxième envoi, votre abonnement ne vous envoie pas vos produits seulement dédiés selon votre diagnostic de peau, mais que ça soit aussi fait en tenant compte
de votre lifestyle et du stress environnemental que vous subissez. Donc, c'est de la personnaliser, c'est de la personnalisation poussée, pas seulement à vos paramètres, mais à vos manières de vivre. Le bijou, en fait, c'est quoi? C'est tout ce qui est Internet des objets. En fait, l'Internet des objets, c'est quoi? C'est n'est autre que la numérisation du monde physique et qui nous fournit des données. Ces données nous permettent de mieux personnaliser tout pour vous. Personnaliser vos produits, personnaliser la manière, les choses qui vous intéressent. Dans l'application Eva, on vous envoie même des contenus, des articles, des recettes de cuisine, etc., mais personnalisés par rapport à vos besoins et par rapport à où vous vivez. Donc, et tout ça, quand on l'a créé dans Eva, il me manquait un élément. Il me manquait la notion aussi de réellement service, point de vente, etc., où les gens pouvaient avoir une expérience, pas seulement virtuelle, mais une expérience réelle. Ça ramène à ce que j'ai parlé avant. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai acheté l'atelier de sourcils, afin que l'expérience digitale soit aussi réelle et afin que la notion de service soit aussi présente, parce que les abonnements n'offriront pas que des produits, mais offriront aussi des prestations de services à fur et à mesure. Et nous continuons à poursuivre une aspiration très simple, proposer des technologies qui renforcent la connexion humaine. C'est quelque chose qui est très important pour nous, malgré le fait que la techno est froide, la techno aussi peut être chaude, la techno peut aussi apporter des bénéfices pour les gens, c'est des bénéfices de personnalisation, des bénéfices de traitement plus efficace, de partage. Aujourd'hui, est-ce que la cosmétique connectée répond à cette nouvelle tendance de transparence? Encore plus. Pourquoi? Parce que la techno permet aux gens d'être connectés. La techno vous permet de partager l'expérience de quelqu'un qui est en Chine aujourd'hui, ou aux États-Unis, ou en Allemagne, qui a utilisé un produit et vous savez tout de suite. Je pense que, au-delà du fait que les gens soient bien informés maintenant et qui sont capables de faire la part des choses et qu'on ne peut plus faire n'importe quoi, il y a aussi le fait qu'on ne peut plus même dire n'importe quoi. Il suffit de mettre une crème et une ride profonde de je ne sais pas combien de millimètres va disparaître. C'est quelque chose qui est complètement aberrant. Non, la cosmétique vous fait gagner des années dans la perception d'âge, ralentissent les processus de vieillissement. Mais une ride, c'est une ride. On ne peut plus dire n'importe quoi. Et ça, c'est grâce à la techno, grâce à la notion de connecter. Il ne faut plus maintenant faire n'importe quoi. Il ne faut plus dire n'importe quoi. On a une obligation de transparence. D'ailleurs, il y a plein d'applications aujourd'hui qui foisonnent, qu'il suffit de flasher des Enki, on vous donne des classements, des notes, même si, sans nommer ces applications, et nous sommes très très bien notés, mais je veux quand même dire quelque chose pour la vérité scientifique, c'est que un ingrédient, il ne suffit pas qu'il y ait un ingrédient pour qu'il soit mauvais complètement parce qu'il y a eu des choses dessus. Il y a la notion de concentration qu'il faut tenir en compte. Or, ces applications ne tiennent pas à la concentration. Donc, la notion de concentration, de quantité, elle est très importante avec la notion de qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Aujourd'hui, les applications à ce jour ne prennent pas ça en compte. C'est dommage. J'espère que d'ailleurs, ils auront les fonds pour aller plus loin parce que c'est des applications qui sont faites par des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, ça reste très, très limité dans leur approche, mais l'approche devrait aller dans la transparence encore plus loin. Et je suis de ceux qui pensent qu'un produit doit faire du bien aux gens. Je ne ferai rien qui ne fera pas du bien aux gens. S'il y a un produit qui ne fait pas bien aux gens, il faut le retirer du marché. La transparence, c'est une obligation, c'est une nécessité, c'est plus qu'une, c'est quelque chose de basique, quoi. Il faut avoir une transparence et il faut avoir des produits qui répondent à des réglementations, à des claims qui soient validés,
à des choses qui font du bien aux gens, parce que quand on achète un produit, on s'attend à ce que ce produit fasse ce qu'il dit il va faire.